On va pouvoir commencer. On va laisser comme ça le temps à tout le monde d'arriver. Merci beaucoup à Openland d'avoir proposé ce webinaire qui, je pense, a eu un écho et du coup, voilà, ils vont vous expliquer un petit peu ce qu'ils font et pourquoi ils sont tout à fait légitimes d'intervenir et au MFQM et sur ce sujet-là. Pour rappel, en fait, le MFQM est donc un réseau d'entreprises, association loi 1901, avec vocation, comme l'indique, c'est indiqué derrière moi, les différents sujets, donc tout ce qui est RSE, gouvernance, donc accompagner les entreprises dans cette démarche, avec dans une démarche qualité d'amélioration continue, qui est vraiment le FQM, qui est vraiment ce que porte le MFQM. Ensuite, une fois qu'on a fait on a une stratégie qu'on la déploie en qualité, il faut la faire la répandre en fait dans les équipes et notamment au niveau des managements d'équipe. Donc là, on est plutôt sur de la méthodologie et ensuite on intervient. Bien sûr, les équipes sont composées d'hommes et donc en fait sur les richesses humaines. Voilà nos interventions. Donc, on a un programme riche. Donc là, c'est notre fin de. On clôture en beauté avec la transition écologique sur le mois de janvier-février. Et on reprendra après les congés sur d'autres thématiques que je vous laisse voir sur notre site internet. Je laisse du coup la main à Jean-Baptiste et Marie pour en discuter de ce vaste sujet comment on s'adapte dans tout ça. Merci beaucoup et puis bon webinaire. Merci Charlotte. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Est-ce qu'il s'affiche? Oui, parfait. Ok. Bonjour à tous. On va vous parler du sujet de l'adaptation au changement climatique. Peut-être qu'avant de commencer, Jean-Baptiste et moi, on peut se présenter rapidement. Donc moi, je suis Marie Gédard, je suis consultante en stratégie carbone et adaptation chez Openland depuis bientôt 4 ans. Auparavant, je travaillais chez EDF et donc j'ai démissionné fin 2018 pour me reconvertir dans la transition écologique. Et j'ai une formation à la base d'ingénieur généraliste. Jean-Baptiste, je te passe la main. Merci Marie. Donc moi c'est Jean-Baptiste. Donc moi j'ai rejoint l'équipe d'Openland il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc moi je suis plus dans la partie en tout cas développement de commercial et partenariat. Et moi j'ai déjà aussi 10 ans d'expérience dans la RSE, mais c'était plus dans le volet social en tout cas où j'accompagnais la transformation culturelle et managériale des organisations. Voilà. Je rajoute juste un petit message comme quoi, dans la conversation, si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à nous en faire part suivant la pertinence. J'arrêterai Marie et Jean-Baptiste. Mais voilà, donc la conversation est intéressante et vous pouvez aussi lever la main si vous voulez intervenir de la façon orale ou même réagir avec les petits emojis pour tips. Parfait. Alors, on va présenter Openland. Alors, je ne sais pas si déjà il y a des gens qui nous connaissaient ou pas. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Donc, Openland, nous, très concrètement, on existe depuis 2018. Donc, on est une agence pour accompagner la transition écologique des entreprises et des collectivités. Donc, on a une approche assez ambitieuse, en tout cas, de la transition écologique, parce qu'on essaie justement d'accompagner les organisations dans la transformation, en tout cas, de leur modèle de développement. Donc, comme vous le voyez ici, on a une raison d'être qui est assez aussi ambitieuse. On essaye de réparer la Terre, en tout cas de contribuer à développer une économie qui régénère. Avec cette singularité, c'est que dans notre approche, on essaye vraiment d'avoir cette approche dite systémique où, quand on vient justement réfléchir avec les entreprises, on essaie de les embarquer en tout cas sur des sujets globaux autour du climat, de la biodiversité, des ressources et de l'humain. Mais vraiment, notre objectif, c'est de pouvoir embarquer progressivement en tout cas des organisations dans leur transformation avec justement un programme qui s'adapte justement à tous les niveaux de maturité des entreprises. Voilà en tout cas la raison d'être aujourd'hui d'Openland. Donc nous, très concrètement, sur quoi on travaille sur les stratégies de durabilité, en tout cas économique, avec les entreprises et les territoires.
Aujourd'hui, voilà, on est présent, alors principalement dans les pays de la Loire et en Bretagne. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, on a une petite actu, voilà, ce matin qui est tombée, donc on peut l'annoncer officiellement. On a réalisé en tout cas une levée de fonds, en tout cas en début d'année, justement avec des partenaires locaux qui vont pouvoir justement accompagner aussi le développement d'Openland, et notamment voilà, sur les pays de la Loire et dans d'autres régions. Alors, nos activités chez Openland, comme je vous dis, on a vraiment un pôle vraiment dédié à la formation, voilà, pour sensibiliser, mobiliser en tout cas les équipes, et aussi un pôle qui est plus dédié justement au conseil et à la structuration en tout cas des stratégies et à l'innovation. Donc aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup avec les PME et les ETI du territoire, et aussi de plus en plus sur le secteur public, avec les collectivités et l'État. Et pour vous donner même un exemple, aujourd'hui, on a en train de former voilà, les 25 000 hauts fonctionnaires sur les trois grandes crises, en tout cas, des climatiques. Donc c'est voilà, un gros projet pour nous. Alors, comme je vous expliquais, notre spécificité, c'est que nous, on essaye vraiment de s'adapter justement au niveau de maturité des entreprises, parce qu'on voit que le niveau est vraiment très disparate selon les organisations. Et c'est très important pour nous, en tout cas, de proposer en tout cas des offres voilà, qui vont s'adapter à votre organisation. Donc, on a essayé d'identifier en tout cas 3 niveaux de maturité, voir des organisations qui ne savent, voilà, qui ont envie de commencer, se lancer en tout cas voilà, dans la transition écologique, de voir aussi une fois qu'on est lancé sur un niveau de maturité, de voir comment en tout cas je peux le mettre en œuvre et comment j'ai structuré en tout cas mon approche. Et enfin, pour les entreprises les plus matures, on travaille déjà justement sur de l'innovation à impact. On va essayer justement d'accompagner la transformation des modèles d'affaires. Donc voilà aujourd'hui en tout cas comment se positionne Openland vraiment pour accompagner la transition écologique des organisations. Alors concrètement, ici, je voulais juste vous présenter rapidement, voilà, sur vraiment les activités sur lesquelles on travaille. Aujourd'hui, on s'est appuyé en tout cas sur cette théorie du U, qui est une théorie justement liée au changement en tout cas organisationnel. Et on fait, en tout cas ici, on va retrouver voilà 5 activités qu'on présente. Donc beaucoup de mobilisation, de la sensibilisation auprès des équipes. On réalise aussi dans un deuxième temps des diagnostics, notamment des bilans carbone et de plus en plus de bilans de biodiversité. Et enfin, en tout cas, on fait beaucoup de structuration de stratégie, voilà, autour de feuilles de route. Alors, la CSRD nous occupe pas mal en ce moment, c'est assez intéressant. Et on essaye bien sûr de faire monter ensuite en compétence les équipes et jusqu'à la création de labs innovation où on va essayer d'éco-concevoir avec les équipes voilà, des nouveaux modèles, des nouveaux services ou même des projets à impact. Voilà, de manière très concrète, en tout cas, comment Openland accompagne les organisations. Et là, vous allez retrouver certains voilà, clients qu'on a accompagnés selon les différents en tout cas, offres. Donc, on voit qu'on a voilà, beaucoup d'entreprises dans les pays de la Loire. Donc, voilà, j'imagine que vous en connaissez certaines. Mais voilà, en tout cas, des entreprises. Donc, ce qui est important pour nous, je vous dis, c'est on n'a pas forcément un secteur d'activité sur lequel on travaille en principal, mais nous, c'est vraiment de s'adapter au niveau de maturité des entreprises. Voilà, en tout cas, le positionnement aujourd'hui d'Openland. Merci Jean-Baptiste. Je reprends la main du coup sur le programme du webinaire. Alors, on va d'abord vous expliquer de quoi on parle quand on parle d'adaptation, faire un rapide panorama du cadre, des outils, des méthodes, évoquer les différents leviers pour s'adapter, quelques exemples d'organisations qui se seraient lancées dans une démarche d'adaptation. On fera un rapide point sur nous, ce qu'on propose vraiment sur le sujet de l'adaptation, et on se garde un temps de questions-réponses à la fin. Donc, on garde ce temps de questions-réponses à la fin, mais au fur et à mesure, n'hésitez pas quand même à poser vos questions sur le chat. Moi, je ne le verrai pas forcément, mais bon, voilà, vous m'interpellerez pour en parler. Je serai là si tu as besoin. Alors, de quoi on parle quand on parle adaptation ? Bon, déjà, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler dans l'actualité. Déjà parce que récemment, il y a eu de nombreux aléas climatiques, des intempéries, par exemple, à Redon. Chaque année, on annonce aussi que c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète en moyenne. Et récemment aussi, le gouvernement a sorti son plan national d'adaptation, dont la consultation vient de se terminer. De plus, tous les territoires, toutes les régions sont impactées, alors avec des impacts différenciés selon les territoires. On peut avoir peut-être des îlots de chaleur, des risques d'îlots de chaleur à Nantes, de la submersion sur la côte, de la baisse d'enneigement dans les montagnes. Alors, en tout cas, il n'y a aucune région qui va être
épargnés. Et ça, bien sûr, ça va avoir un impact sur l'économie. Il y a des secteurs qui sont déjà peut-être plus touchés que d'autres. On vous a mis quelques exemples ici, notamment dans le secteur des infrastructures de transport. Par exemple, la SNCF a identifié 2 grandes menaces face au changement climatique. Tout ce qui est lié à la végétation, qui devient de plus en plus luxuriante suite à des étés qui sont de plus en plus chauds et humides, et puis les fortes précipitations. On a le secteur aussi de tout ce qui est station de ski, qui doit vraiment de plus en plus changer de modèle. Le secteur des assurances, où les factures flambent. Là, par exemple, avec les incendies en Californie, les derniers incendies, les assureurs ont estimé des pertes de 30 milliards de dollars. Voilà, des factures qui flambent pour les assureurs. Et puis l'exemple de Porsche aussi, le constructeur Porsche de voitures haut de gamme, qui a vraiment chuté en bourse l'année dernière parce qu'il y a l'un de ses fournisseurs d'aluminium qui a été fortement touché, dont l'usine a été fortement touchée par une inondation. Et ça a entraîné des forts retards de production. Donc on voit déjà le lien direct entre maintenant les aléas climatiques et les impacts sur l'économie. Petite question, est-ce que vous avez déjà en tête des exemples de mesures d'adaptation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter, par exemple? Et dans le chat, vous pouvez noter. Puis, si Jean-Baptiste, tu peux me lire les réponses s'il y en a, comme ça. Avec plaisir. Je ne vois vraiment pas le chat. Pour l'instant, pas de réponse, mais n'hésitez pas. Bon, n'hésitez pas, voilà. Parce que souvent, quand on pose cette question-là, ce qui vient le plus souvent, c'est des exemples de mesures d'atténuation. Et c'est ce qui est le plus compliqué, peut-être, quand on parle de ce sujet-là, de bien faire la distinction entre atténuation et adaptation. Alors, là, sur cette infographie, vous voyez que plus les couleurs sont oranges et plus c'est des années qui sont chaudes par rapport aux moyennes pré-industrielles. Donc, on voit que les années sont de plus en plus chaudes et que actuellement, toutes les actions, toutes les décisions qu'on va prendre à partir de maintenant va permettre de savoir si on va plutôt sur des scénarios qui sont très bas, enfin assez bas en termes de réchauffement ou des scénarios très élevés. Là, vous avez les différents scénarios du GIEC avec des réchauffements entre 1,5 et plus 4, plus 5 degrés d'ici la fin du siècle. Mais vous voyez que même le scénario, entre guillemets, le moins pire des scénarios, le scénario très bas, on est sur des couleurs qui sont rouge foncé, donc sur des couleurs beaucoup plus élevées que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Ça veut dire que le climat passé, on ne le retrouvera plus dans le futur, et donc il va forcément falloir s'adapter. L'atténuation, ça permet d'agir sur les causes du changement climatique et d'aller vers des scénarios moins défavorables. Et l'adaptation, on agit sur les conséquences, on s'adapte au climat futur. Donc, face au changement climatique, il y a différents risques. On parle souvent de risques physiques et de risques de transition. Là encore, c'est important de faire la distinction. Les risques physiques, c'est par rapport aux différents aléas climatiques, des inondations, des canicules, voilà, des sécheresses qui peuvent impacter vraiment les infrastructures physiquement, qui impactent les infrastructures des organisations. Alors que les risques de transition, on est plutôt sur qu'est-ce qui se passe si la réglementation est de plus en plus forte, si on met en place des taxes carbone, s'il y a des ruptures technologiques ou si maintenant l'entreprise n'agit pas assez et qu'il y a des forts risques sur sa réputation à ne pas agir. Donc tout ça, c'est des risques de transition. Donc, quand on parle des risques physiques, on est bien sur le sujet de l'adaptation, mais quand on est sur les risques de transition, on reste dans le domaine de l'atténuation parce qu'on va chercher à réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour pas voir sa réputation entachée ou pour faire face à la réglementation qui arrive. Là encore, à bien distinguer. Et ce sont vraiment deux approches qui sont complémentaires. Il faut faire les deux. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'adaptation qu'il faut laisser tomber l'atténuation. Parce que dans l'atténuation, chaque dixième de degré va compter et
ce sera moins difficile de s'adapter à plus 2 degrés qu'à plus 4. Quand on est dans une démarche d'adaptation, c'est pas non plus la même approche qu'une démarche d'atténuation. Dans l'atténuation, on a à peu près en tête les plans d'action, des plans d'action assez standards. On sait qu'on doit agir sur notre consommation d'énergie, essayer d'arrêter les énergies fossiles, on peut agir sur nos déplacements, sur nos achats. On a à peu près des grandes thématiques et le plan d'action, il peut presque être duplicable d'un secteur à l'autre ou d'une entreprise à l'autre en modifiant des choses, mais c'est assez clair. Alors que l'adaptation, c'est pas du tout ça, c'est plutôt une approche vraiment de risque, d'analyse des risques, parce qu'on ne pourra pas faire face à tous les risques, on ne pourra pas protéger tous les enjeux qui sont importants pour l'organisation et on ne pourra pas faire face à tous les aléas climatiques. Donc, c'est vraiment une analyse de risque. Et pour ça, c'est déjà bien important de comprendre ce que c'est qu'un risque. Donc, en quelques mots, et bien de s'approprier le vocabulaire de l'analyse de risque. Je peux vous donner la définition d'un risque. Quand on parle d'un risque, d'abord, il faut qu'il y ait un enjeu. Un enjeu, c'est quoi? C'est quelque chose qui a de la valeur pour l'entreprise. Donc, des personnes, des êtres humains, des écosystèmes, des biens matériels. Donc là, déjà, on peut définir quels sont les enjeux importants pour l'entreprise, pour l'organisation, les enjeux qu'on va vouloir préserver. Une fois que cet enjeu est défini, on va parler d'aléas. Les aléas climatiques, donc les vagues de chaleur, les pluies, les sécheresses. On distingue à la fois des aléas qui peuvent être graduels et puis des aléas plus extrêmes. Et donc, il y a 3 composantes dans le risque, les aléas, mais aussi l'exposition, c'est-à-dire est-ce que l'enjeu est situé dans une zone où il va y avoir un aléa, et puis la vulnérabilité. Si vous êtes sur un chantier, il y a le risque qu'une pierre chute sur votre tête, parce que vous êtes exposé à ce risque. Mais si vous mettez un casque, vous devenez moins vulnérable. Et l'adaptation, ça va vraiment être ça. On va essayer d'agir à la fois sur l'exposition et la vulnérabilité. Parce que si on cherche juste à réduire l'aléa, on est sur de l'atténuation. On réduit nos émissions de gaz à effet de serre pour qu'il y ait moins d'aléas dans le futur. Alors que l'adaptation, on va agir sur l'exposition et la vulnérabilité. Et après, la conséquence du risque, on va parler d'impact. Voilà un peu les grands termes, les grands termes à avoir en tête lorsqu'on fait de l'adaptation. Alors, pourquoi c'est important qu'une organisation s'intéresse à ce sujet-là? Avant tout, déjà, pour assurer sa pérennité, pour être plus résilient face aux aléas qui arrivent. Pour prévenir les risques économiques, parce que ça a un fort impact coût. Chaque aléa va avoir des coûts de plus en plus importants. Ça peut être aussi pour répondre aux attentes des parties prenantes, comme les banques, les investisseurs, ou pour faire face à la réglementation ou devancer la réglementation, la CSRD ou d'autres réglementations. Ça peut aussi permettre de lancer une vraie dynamique en interne, une dynamique collective qui est peut-être plus optimiste, en tout cas, elle est contre le fatalisme et la sidération, et ça peut être plus motivant même que l'atténuation parce qu'on peut voir concrètement les effets. Et dernière raison, ça peut aussi créer des opportunités. Ça peut être l'occasion de développer de nouvelles offres, de nouveaux produits, services qui sont plus résilients et ça peut permettre d'avoir un avantage concurrentiel aussi. Alors voilà pour faire un peu résumé du sujet de l'adaptation. Maintenant, si on rentre dans les cadres en place et les outils. Alors, il y a d'abord le cadre stratégique national. Je vous parlais au début du 3e plan national d'adaptation au changement climatique. Là, l'idée, c'est vraiment de planifier les actions à mener d'ici 2030 pour s'adapter au climat futur. Et il y a la TRAC, la trajectoire nationale de référence, donc qui définit les niveaux de réchauffement auxquels on peut s'attendre d'ici la fin du siècle. Et ça va servir de base pour ensuite remettre à jour tous les référentiels, toutes les normes, toutes les règlements techniques dans les différents secteurs comme
les réglementations dans le bâtiment, dans le transport, l'énergie, etc. Ça, c'était important de se dire déjà quelle trajectoire de référence on se donne pour ensuite agir. Parce que tant que ça, c'était en discussion, ça freinait l'action. On se disait, non, mais est-ce qu'on s'adapte à plus 2, plus 3, plus 4, à quelle échelle de temps? Donc ça, au moins, maintenant, c'est fixé. Et ça permet de se mettre en mouvement par la suite. Alors, à quoi ça correspond, cette trajectoire de réchauffement? Elle est fixée à donc plus 4 degrés d'ici la fin du siècle, donc en 2100. Et ça correspond à plus 3 degrés dans le monde. Plus 3 degrés, c'est à peu près, selon les scientifiques, la température dans le monde auquel on peut arriver si là, toutes les politiques et les engagements des pays sont réellement mis en œuvre. C'est un peu la trajectoire tendancielle et qui correspond à plus 4 degrés en France, parce qu'en France, le réchauffement moyen est déjà plus élevé. Actuellement, dans le monde, on est à plus 1,2 degré par rapport aux années 1850. Et en France, on est déjà à plus 1,7. Et là, vous voyez sur la droite qu'on va déjà atteindre plus 2, qu'on pourrait atteindre plus 2 en 2030 et plus 2,7 en 2050. C'est ça la trajectoire de référence. Il y a ensuite d'autres cadres, alors là, plutôt des cadres de reporting, comme la TCFD, c'est un cadre qui fournit des recommandations aux entreprises pour divulguer les risques, les opportunités dans leur rapport financier. Il y a la CSRD, l'adaptation, c'est un des sujets où on attend un reporting de la part des entreprises. Et il y a une norme ISO aussi, l'ISO 14090, qui donne les grands principes, grandes lignes directrices pour intégrer les risques et les opportunités dans sa stratégie d'entreprise. Si on passe sur les outils maintenant. Alors, différents outils, ça peut permettre déjà des outils pour se former, pour mieux comprendre le sujet. Bon, il y a toutes les fresques, vous avez peut-être déjà fait des fresques du climat, de la biodiversité. Il y a aussi la formation du CNED sur les b.a.-ba du climat et de la biodiversité et qui parle aussi du sujet de l'adaptation. Et c'est une formation qui est gratuite en ligne, enfin je la conseille vraiment. Ensuite, il y a les ateliers ADAC. Ça, on recommande beaucoup ces ateliers sur OpenLand. On va vous en parler un peu plus après. Ensuite, des outils pour plutôt se lancer dans des diagnostics pour identifier faire une analyse de sa vulnérabilité, de sa résilience face au changement climatique. La méthode la plus connue, c'est la méthode OCARA, qui est un référentiel développé par Carbon 4, un cabinet de conseil avec le soutien de l'ADEME. Et de manière un peu plus simplifiée, mais qui découle de la méthode OCARA, il y a le DAG Adaptation, financé par la BPI. Bon, actuellement, les subventions sont suspendues, mais ça devrait reprendre dans quelques mois. Enfin, des outils pour plutôt visualiser les évolutions climatiques futures. Des outils assez intéressants si vous avez besoin d'avoir des données précises sur une commune, un territoire ou déjà faire un premier autodiagnostic. Je vais vous les montrer un petit peu plus tard. Ou sinon l'atlas interactif du GIEC, mais là, c'est vraiment plus des données au niveau mondial. Voilà, je vous propose juste de parler de l'ADAC, des ADAC, de l'OCARA et des outils de Météo France rapidement. Bon, Jean-Baptiste reviendra dessus aussi lors de notre accompagnement. Enfin, il parlera de notre accompagnement parce qu'on propose ces ateliers. En tout cas, dans les ADAC, on a, pour commencer, une conférence qui permet vraiment d'avoir le déclic sur le sujet s'il y a besoin de comprendre pourquoi c'est important de se lancer sur cette thématique. Conférence d'1h30 à 2h. Et après, il y a les ateliers. Donc, c'est 2 fois 1h30. Ça fait un atelier de 3 heures. Pendant 1h30, on découvre une méthode pour tracer une trajectoire, enfin un plan d'action face à un enjeu précis. Déjà, on teste la méthode avec un enjeu fictif,
Et après, on expérimente la méthode avec un enjeu vraiment spécifique à l'entreprise. Par exemple, voilà, on veut maintenir les conditions de travail face à tel aléa au sein de l'entreprise. Et ben, cette méthode permet d'aboutir à un plan d'action qui est vraiment très pertinent, qui va jusqu'à la transformation du modèle de l'entreprise. Jean-Baptiste reviendra dessus à la fin. La méthode OCARA, alors c'est une méthode en 3 étapes. La première étape, c'est on analyse la résilience actuelle, c'est-à-dire on regarde quels sont les flux, les processus, les enjeux importants pour l'entreprise. Est-ce que ces enjeux, ils ont déjà été impactés par tel ou tel aléa? Est-ce que si il y a une intempérie, est-ce que notre zone de stockage est menacée? Est-ce que s'il y a une vague de chaleur, nos salariés sont impactés? Voilà, on fait déjà une analyse actuelle. Ensuite, on étudie les climats futurs par rapport au territoire où est implantée l'entreprise. On évalue différents scénarios. On peut aussi cumuler différents aléas. Hein. Il peut y avoir à la fois des intempéries, puis de fortes précipitations. Ça peut faire des coupures d'électricité et en même temps bloquer une route. Enfin, c'est des scénarios qui se combinent aussi pour ensuite aboutir en 3e étape à un vrai plan de résilience et d'adaptation. Où là, on ne peut pas s'adapter à tout de suite parce que ça a des coûts. Donc, on planifie dans le temps, voilà, s'il y a tel aléa à telle fréquence, on va commencer par mettre ça en place. Si on voit que l'aléa il est de plus en plus fréquent, de plus en plus intense, on met ça et ça en place, etc. Donc, c'est une méthode intéressante. Après, ça demande pas mal de temps pour être mise en œuvre. C'est un peu plus poussé. Les outils ensuite donc, pour visualiser les évolutions climatiques. Les outils de Météo France, très intéressant. Là, vous pouvez aller naviguer dessus sur le site de Météo France dans l'onglet Climat. On a par exemple Climadiag Commune et Climadiag Entreprise. Et Climat HD aussi. Bon, je peux vous les montrer rapidement. Climat HD, c'est vraiment l'outil le plus lisible, le plus grand public, avec des graphiques qui sont visuellement très intéressants. Et ça vous donne à la fois l'évolution du climat passé et à venir, et au niveau national et régional. Là, par exemple, si on va sur les Pays de la Loire, on peut avoir un zoom sur l'évolution à Angers des températures moyennes depuis les années 1960-1990. Alors, attention, parce que sur le site de Météo France, les années de référence changent beaucoup. Donc, si on vous parle de plus 1, plus 2 degrés, on n'est pas forcément sur la référence habituelle à la référence avant l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire aux années 1850-1900. On est souvent sur des références beaucoup plus proches. Ça permet de montrer que par rapport à un climat assez récent, on a déjà de fortes différences. Donc là, voilà, la référence est plutôt les années 1960-1990. Donc le climat passé, et puis après, vous pouvez switcher sur le climat futur et les projections là pour les Pays de la Loire. Visuellement, c'est assez intéressant. Et puis vous pouvez sélectionner différentes périodes aussi de l'année. Ça, c'est l'outil Climat HD. Après, on peut aller sur l'outil Climadiag. Donc là, c'est plutôt à l'échelle des communes et à des horizons de temps, donc 2030, 2050 ou 2100. Et là, attention, la période de référence est encore plus récente, c'est les années 1976-2005. Donc là, quand par exemple, là on est sur Nantes, quand on regarde qu'en été, on a des températures qui montent de plus un peu plus de 1 ou 2 degrés par rapport à la valeur de référence, on est déjà sur 1 ou 2 degrés par rapport aux années 2000, enfin 1976-2005. Donc, c'est assez marquant. Donc, n'hésitez pas à aller voir Climadiag commune, tapez le nom de votre commune. Et visuellement, il n'y a pas que la température, hein, il y a
le gel, les précipitations, il y a vraiment différents aléas. Et enfin, dernier outil que je vous présente sur les outils de Météo France, le Climadiag Entreprise, qui permet déjà de faire un premier autodiagnostic de votre vulnérabilité aux aléas climatiques. Donc, vous rentrez le nom de votre région, le code NAF. Bon, là, pour l'exemple, j'ai mis industrie alimentaire, on peut mettre les codes. Et puis, sur chaque processus de l'entreprise, vous réfléchissez à quels peuvent être les impacts par rapport à tous les aléas climatiques. Est-ce qu'en cas de vague de chaleur, ma production, ma zone de stockage ou mon alimentation en énergie ou ma distribution peut être impactée? Puis vous mettez rapidement des petits bonhommes. C'est assez simple comme premier diagnostic, mais ça permet de se poser les bonnes questions. Et ensuite, Météo France, par rapport à l'implantation de votre organisation, vous dit quel aléa peut être de plus en plus fréquent, peut être de plus en plus intense. Donc, ça vous fait la liste des enjeux qui sont importants pour vous par rapport aux aléas qui seront les plus fréquents. Donc, c'est un premier outil assez simple qui peut permettre d'appréhender le sujet. Si on passe maintenant aux différents leviers d'adaptation, alors là, les grands leviers, on va dire, qu'on retrouve le plus souvent dans les plans d'action, c'est déjà d'agir sur la robustesse, avoir des processus qui sont moins sensibles, agir sur la redondance, doubler des processus, par exemple, ou diminuer la dépendance, ne pas être seulement dépendant à une seule livraison, un seul flux, etc. Pour ça, on peut agir sur les ressources humaines. Par rapport aux vagues de chaleur, on peut par exemple choisir des plages horaires différentes. On peut agir avec des ressources organisationnelles, mettre en place un comité de gestion des risques. Sur les ressources financières, en anticipant les budgets, et sur les ressources techniques. Et tout ça, tout en pensant bien souvent à coopérer avec le territoire, parce que le sujet de l'adaptation, c'est un vrai sujet de coopération. On ne peut pas faire son plan forcément tout seul. On doit vraiment réfléchir à l'endroit où on est implanté et aux différents au mode de coopération avec les territoires. Alors, autre question pour vous, si vous pouvez mettre vos réponses dans le chat. Quand on parle d'adaptation, on parle aussi souvent de maladaptation. Quels exemples pouvez-vous citer en maladaptation? Alors, est-ce qu'il y a des réponses dans le chat? Voilà. Il y en a une. Oui. Pour l'instant, qui est de créer des digues intempestives. Bravo. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? La climatisation. Ouais. D'Axel. C'est ça. Ouais, typiquement, c'est vraiment les exemples les plus courants. Là, on a mis une photo de climatisation parce qu'en effet, ça rejette de l'air chaud à l'extérieur. Et puis, ça consomme de l'énergie. Les digues, pourquoi les digues? Parce qu'on peut se sentir protégé, en fait, derrière une digue. Donc, on se dit, c'est bon, on s'est adapté. Sauf qu'à un moment, elle finit par céder. Et là, les conséquences sont bien pire que si on avait plus anticipé et on avait plutôt déplacé les infrastructures. Et puis, je vous ai rajouté le canon à neige aussi, qui est un exemple aussi où on consomme à la fois des ressources en eau, de l'énergie, on crée un manteau neigeux qui, en plus, va fondre moins bien et qui va empêcher l'oxygénation des sols et la repousse de la végétation. Donc, c'est une mauvaise action d'adaptation pour les stations de ski. Il y a Nadia qui propose aussi les méga-bassines. Peut-être un sujet un peu plus. Oui, exactement. Donc, face à ça, un levier d'adaptation où on est sûr de peut-être pas trop se tromper, il y a ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature qui s'appuient sur les écosystèmes. Donc là, en bas, on a une photo, c'est plutôt des actions de végétaliser les villes pour les rafraîchir, faire des îlots de fraîcheur, des bitumés. Et plus haut, vous avez remettre des haies, diversifier les cultures
pour préserver les récoltes, etc. Donc là, c'est à la fois pour s'adapter et aussi ça contribue quand même à l'atténuation du changement climatique parce qu'on capte plus de carbone et ça préserve, enfin, ça restaure même la biodiversité. Si on passe aux exemples maintenant. Alors, bon, déjà, il y a pour l'instant encore peu d'exemples d'organisations qui se sont vraiment adaptées. On est au début du sujet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une étude de BPI France qui est sortie il n'y a pas longtemps. Ils avaient envoyé 65 000 questionnaires à des dirigeants de PME et d'ETI pour savoir si voilà, le sujet de l'adaptation, c'était un sujet qui les intéressait. Ils les ont beaucoup relancés. Ils n'ont eu que 380 réponses sur 65 000 questionnaires. Donc ça, c'était le score. Je crois qu'ils n'avaient jamais eu un score aussi bas depuis 10 ans en termes de taux de réponse. Et parmi ces 380 réponses, 2 tiers des sondés disaient oui, l'adaptation, c'est important, mais ce n'est pas stratégique. Donc il y a déjà, voilà, il y a peut-être les premières actions à faire, c'est de la sensibilisation, de la formation, parce que c'est un sujet qui est encore peu compris par les dirigeants. On retrouve quand même quelques exemples dans ce guide de l'ADEME qui s'appelle voilà, en entreprise, comment s'engager dans un parcours d'adaptation au changement climatique avec 30 témoignages d'entreprises. Mais on a quand même assez peu d'exemples. Bon, il y a l'exemple de Pocheco, qui est une PME spécialisée dans la fabrication d'enveloppes, qui a complètement transformé son site. Donc surtout face aux aléas de forte chaleur et face à la raréfaction des ressources en eau. Ce sont les 2 enjeux importants qu'ils ont identifiés. Et donc, ils ont mis en place un grand projet de végétalisation de la toiture. Ils ont mis en place des cuves de récupération d'eau de pluie et ça couvre 100% de leurs besoins en eau. Et ils ont ensuite même transformé un bâtiment pour valoriser les 3 tonnes de légumes qu'ils produisent sur leur site. Alors, on parle, lorsqu'on met en place ces actions-là, on a souvent aussi des co-bénéfices, hein, c'est-à-dire des bénéfices qu'on n'attend pas forcément, mais qui sont en plus des bénéfices par rapport au climat. Et là, ils ont réalisé 75 000 euros d'économies par an. Parce qu'ils ont mis en place un rafraîchissement avec des tours adiabatiques et ça remplace la clim. Et ils ont plus isolé le bâtiment, donc là encore, ça réduit les consommations d'énergie. Et ils ont mis aussi des puits de lumière pour limiter les besoins en éclairage. Un très bel exemple, Pocheco. Charles et Alice, un fabricant de compotes dans le sud-est de la France, qui a également travaillé sur ses consommations en eau. Ils sont très dépendants de l'eau pour leur production. Donc, eux, ils ont commencé en 2003 à adapter des équipements déjà pour réutiliser l'eau dans les process en interne, pour le refroidissement par exemple. En 2015, ils ont mis en place des compteurs télérelevés. Et en 2022, ils ont mis en place plutôt là, cette fois vraiment de la technologie de rupture. Ils ont déployé des tours adiabatiques. Avant 2022, ils jugeaient l'investissement trop lourd par rapport aux bénéfices. Mais il y a eu une forte sécheresse pour eux en 2017 qui a vraiment menacé la production et l'activité, et ce qui a permis de déclencher finalement ces actions technologiques. Ils ont réussi à réduire leur consommation en eau de 70% entre 2003 et 2023, tout en triplant leur production. Donc, c'est un résultat impressionnant. Et par exemple, en 2003, ils étaient à 12 mètres cubes d'eau par tonne de compote fabriquée, contre 2 mètres cubes d'eau par tonne aujourd'hui. Autre exemple, celui d'Everest Isolation. Donc, c'est un spécialiste en travaux d'isolation des combles qui, lui, s'attaque au sujet de l'adaptation depuis une vingtaine d'années surtout pour améliorer les conditions de travail sur les chantiers en période de forte chaleur. Donc, ils ont aménagé des horaires de travail, proposé des primes aux salariés pour commencer plus tôt, mis en place des camelbacks, des gilets rafraîchissants,
des bracelets connectés pour surveiller la chaleur du corps, éviter les coups de chaud, etc. Là, ils sont en train de réfléchir aussi à l'annualisation du travail, avec peut-être des semaines de travail plus courtes en cas de forte chaleur. Et le dirigeant a estimé une économie d'au moins 80 000 € en coûts évités d'arrêt maladie. Voilà comme co-bénéfice. L'entreprise Michelin, qui elle a été quand même beaucoup plus avancée dans son plan d'adaptation, elle communique beaucoup sur cette stratégie. Dans sa stratégie climat, dans sa communication, on retrouve toujours à la fois le plan de transition et le plan d'adaptation. Ils ont intégré cette gestion des risques au niveau de leur gouvernance, et c'est un sujet qui est fortement porté par la direction. En diagnostic, ils sont allés très loin puisqu'ils ont fait des études de vulnérabilité sur 700 sites dans le monde, et dont 250 usines de fournisseurs. Ils ont mis en place ces études depuis 3 ans. Ils travaillent beaucoup sur la coopération aussi au niveau du territoire, en échangeant avec les territoires sur lesquels sont situés leurs sites. Ils ont commencé à mettre en œuvre des premières actions dites sans regret, c'est-à-dire déjà des actions pour maintenir les températures de zones de stockage et de production. Et ensuite, dans tout projet de nouveau site ou d'acquisition de site, ils prennent en compte les risques climatiques, les risques physiques, de même que lors de nouveaux agréments pour des fournisseurs de matières premières. Dernier exemple, celui d'EDF. Donc, ils ont également mené une analyse de risque, de vulnérabilité assez poussée par rapport aux différents risques. Vous voyez, ils les ont classés en risque chronique et risque aigu. Donc, c'est-à-dire soit des aléas un peu graduels, comme la hausse des températures, du niveau de la mer, ou des aléas plus ponctuels, comme les vagues de chaleur, les sécheresses, les tempêtes. Donc, dans les risques, on retrouve des risques de coupure de réseau, de baisse de la production si on n'arrive pas à maintenir suffisamment les baisses de la température au niveau de l'eau, etc. Et EDF s'appuie surtout sur des solutions d'adaptation fondées sur la nature dans leur plan d'adaptation. Vous avez l'exemple des plantations de ripisylve, c'est de la végétation en bord de cours d'eau, près de la centrale de Golfech, donc qui permet vraiment de réguler la température du cours d'eau. Et puis en plus, ça permet aussi de préserver la biodiversité et de créer des zones de refuge local. En résumé, par rapport au sujet de l'adaptation, voilà, on peut dire que l'adaptation, il y a urgence à s'adapter, mais c'est aussi ça peut aussi être vu comme une opportunité pour pérenniser l'activité. En tout cas, les impacts du changement climatique sont déjà là, on le voit dans l'actualité, et ils vont s'aggraver, donc il y a vraiment un besoin urgent de s'adapter. Les approches atténuation et adaptation sont deux stratégies complémentaires. Il ne faut pas faire l'une sans l'autre, les deux sont à mener en parallèle. Et peut-être attention à la maladaptation. Voilà, avant de se lancer dans un plan d'action, bien penser à la sensibilisation, la formation. Pour ça, les ateliers ADAC permettent vraiment de comprendre comment éviter la maladaptation. Et puis, vous commencez aussi à faire des analyses de vulnérabilité, d'analyse de risque, pour savoir déjà se mettre d'accord sur quels sont les enjeux importants pour mon organisation, et puis quels sont les aléas les plus probables, les plus fréquents qu'on risque d'affronter, et ensuite pour pouvoir construire un plan d'action. Jean-Baptiste, je te repasse la main. Ou est-ce qu'il y avait des questions sur ce que je viens de raconter, ou on poursuit? Je vais attendre s'il y avoir quelques questions. Et autrement, moi, je vous présenterai très rapidement comment déjà on accompagne nos partenaires sur cet enjeu d'adaptation. Pas de questions.
Bon, sachez juste déjà que nous, ce sujet-là revient déjà beaucoup, en tout cas chez certaines organisations assez matures, hein, voilà, qui ont déjà été impactées. Donc c'est vrai que par rapport justement à notre parcours Openland, c'est qu'on a pu justement intégrer justement l'adaptation dans chacun de nos modules. Donc on fait beaucoup de sensibilisation, on le verra ici, des diagnostics adaptation ou même des diagnostics territoriaux. On en fait aussi. On a essayé en tout cas d'intégrer l'adaptation dans certaines stratégies, en tout cas d'impact de certaines entreprises. Puis bien sûr, on est là aussi pour réfléchir à des nouveaux produits qu'on pourrait éco-concevoir avec eux. Mais concrètement, ce qu'on voulait vous parler aujourd'hui, en tout cas qui est une première approche, c'est que nous, on est assez fans chez Openland, en tout cas des ateliers de la DAC, hein, qui sont ici. Alors c'est un parcours en fait en 3 temps. Le premier temps vraiment dédié plus à la sensibilisation. Donc en fait c'est un format un peu conférence aussi, beaucoup de discussions. Hein. Le but c'est de créer vraiment des interactions. Donc c'est voilà, c'est une conférence qui dure 1h30 à 2 heures avec très concrètement, justement, faire un point sur le réchauffement climatique, où est-ce qu'on en est, hein, voilà, quels sont les défis sur lesquels on va devoir faire face, les impacts, et puis comprendre aussi voilà, l'intérêt, en tout cas, de se lancer dans une démarche d'adaptation. Donc là, on est vraiment, en tout cas, sur un premier niveau, vraiment de sensibilisation, où on va essayer de créer du débat, de la discussion, mais c'est un atelier aussi qui est assez intéressant, en tout cas, pour, en tout cas, essayer de sensibiliser et mettre au même niveau, en tout cas, de connaissance des enjeux et des possibles. Donc ça, c'est ce premier format en tout cas qu'on propose. Et ensuite, les ateliers de la DAC aussi proposent 2 autres ateliers. Donc là, on est plus sur la mobilisation. Hein. Le but, c'est aussi de faire participer, mobiliser en tout cas vos équipes. Donc c'est 2 ateliers qui se suivent. Le premier, c'est vraiment aussi de découvrir justement qu'est-ce que c'est l'adaptation, quelle méthode en tout cas. Donc là, on va plus essayer de découvrir en tout cas les champs d'adaptation, hein, et aussi ses complémentarités avec les stratégies en tout cas d'atténuation, hein, que Marie vous a parlé aussi tout à l'heure. Ce sujet de maladaptation, voilà, on l'a vu aussi, il y en a beaucoup, donc c'est important aussi de bien faire découvrir tout ça, de comprendre aussi qu'il y a des vrais co-bénéfices pour l'entreprise et essayer en tout cas aussi de réfléchir justement, d'esquisser peut-être voilà, une première trajectoire en tout cas transformationnelle. Donc on est vraiment ici d'essayer de découvrir plus en détail justement comment on va mettre en œuvre en tout cas cette méthode de l'adaptation. Et ensuite, on enchaîne assez rapidement avec les équipes, une fois qu'on les a bien informés sur comment on allait en tout cas enclencher ce sujet, c'est maintenant de l'expérimenter en tout cas de manière très concrète. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va prendre un enjeu, hein, alors soit on le définit ici en amont, si on fait de l'inter ou de l'intra, hein, c'est assez intéressant. Et on va prendre un sujet. Donc par exemple, ça pourrait être voilà, dans les fortes canicules, on a vu que voilà, il y avait certaines usines qui étaient quand même mal adaptées avec des températures très élevées, hein, ça peut être un sujet, il y en a d'autres autour de les inondations par exemple. Et on va vraiment essayer de travailler avec eux sur ce sujet-là, identifier en tout cas des expositions, en tout cas les vulnérabilités en tout cas du site, essayer de voir comment on pourrait les réduire, évaluer aussi bien sûr les différentes mesures possibles, et on va être en tout cas les faire travailler très clairement aujourd'hui voilà, sur une trajectoire transformationnelle pour essayer de s'adapter justement à cette contrainte. Donc voilà, c'est un atelier qu'on fait sur une demi-journée généralement, mais qui permettent vraiment en tout cas de pouvoir embarquer et de faire travailler très concrètement en tout cas les équipes sur un sujet en tout cas d'adaptation. Voilà en tout cas pour un premier niveau en tout cas de sensibilisation, de mobilisation, ce qu'on propose, et c'est des ateliers qu'on mène et qui sont plutôt très appréciés, notamment sur l'aspect très concret du deuxième atelier. Voilà en tout cas ce qu'on voulait vous présenter en tout cas comme première en tout cas atelier possible en tout cas pour essayer voilà, de sensibiliser, d'engager en tout cas l'adaptation dans vos organisations. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, j'ai vu qu'il y avait... Alors, Marie, on a une première question, donc voilà en tout cas la présentation, donc n'hésitez pas voilà, à nous partager un petit peu vos ressentis, vos questions. Donc on a Marion qui nous pose une première question qui est quelle articulation avec une stratégie climat? Est-ce que c'est redondant ou pas? Alors, je vais peut-être laisser la main à Marie qui connaît très bien ce sujet-là chez nous. Ouais. Alors c'est pas du tout redondant. On peut faire les deux en même temps, ça dépend ce que vous faites comme stratégie climat, hein, mais nous, souvent, ce qu'on conseille en stratégie climat, c'est la méthode acte pas à pas de l'ADEME, qui parle peu du sujet de l'adaptation. Mais pour moi, il faut vraiment maintenant faire les deux en même temps. Quand dans la stratégie climat, on met en place de la formation, il faut tout le temps penser à sensibiliser aussi sur l'adaptation. Et ensuite, dans la stratégie, dans le plan d'action qu'on met en place, c'est important maintenant d'intégrer de l'adaptation.
On peut, pour moi, faire les deux en parallèle. Et si on a déjà sa stratégie climat, on peut regarder justement si le sujet de l'adaptation, il n'a pas été un peu oublié, et puis partir sur une stratégie adaptation. Ça ne va pas être du tout les mêmes actions. Si on retrouve les mêmes actions, c'est qu'on n'a pas bien compris la distinction atténuation-adaptation. Et dans une stratégie d'adaptation, déjà, on part d'une analyse de risque qu'on ne retrouve pas forcément de la même manière dans une stratégie climat. Dans les stratégies climat, on ne va pas si loin dans l'analyse des risques physiques. Est-ce que Marion, ça répond à votre question? Bon, après, peut-être que n'hésitez pas aussi à prendre la parole en mettant votre son. Je pense qu'on n'est pas très nombreux, donc vous pouvez mettre votre caméra, votre son, et puis on peut discuter comme ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. Je pense que tu as été très clair. Ok, c'est rassurant, tant mieux. Oui, c'est un webinaire sur l'adaptation. Si après, vous nous recontactez. Oui, ça remet les bases, et puis du coup, ça me donne une idée de comment je vais ficeler mon propre webinaire pour mars. C'est très bien. Ouais. Inspirant. C'est ça, ouais. Je fais toute la matinée. Ouais. C'est plutôt d'être en vision quand on attend. Oui, on vous met nos mails. Peut-être moi, je mets mon mail dans le chat. N'hésitez pas si vous voulez échanger plus en profondeur, plus en détail. Avant de partir, on vous partage juste quand même le questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous si vous pouvez lâcher le QR code et répondre aux différentes questions. Ça serait pas mal. Tout à fait. Et puis, je pense qu'on vous enverra aussi la présentation. Vous retrouvez nos coordonnées. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, à nous recontacter si vous souhaitez peut-être initier quelques ateliers au sein de vos organisations. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos retours. Merci beaucoup.